sulphurite in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors, il faut savoir que nos invités d'aujourd'hui, vous les connaissez très très bien, même s'ils ne sont jamais venus sur cette chaîne, mais vous avez dû au moins, il doit y avoir un lien avec eux, ou peut-être sur une dizaine d'émissions. Ils sont éditeurs, c'est Mehdi El Kanafi et Nicolas Coursier. Ils ont créé en 2010 une maison d'édition que vous connaissez très bien, qui s'appelle Third Edition, axée autour des, je cite, jeux vidéo et de la pop culture. Et la pop culture, ça veut dire beaucoup de choses. On va certainement, et c'est sûr, même on va en parler pendant l'émission. Et vous les connaissez parce qu'ils ont édité pas mal de bouquins, dont il y en a un récemment, on a fait une émission avec Marvin Montes sur Alien, et puis Romain Dasnois est venu, Vivien Lejeune sont venus pour parler de Dune, et l'un et pour l'autre Indiana Jones. Voilà, il y a eu plein, Michel Oslo, enfin il y a eu plein de choses, et je me suis dit que, je crois qu'on est à 9 émissions sur Microciné, avec vos auteurs, les auteurs Third, et je me suis dit qu'il fallait à un moment ou à un autre se poser pour essayer de comprendre un peu qui était derrière tout ça. Et vous avez donc volontairement accepté d'être là. Et avant cela, je remercie Alida Lombardi et Mélissa Gaziero pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Je ne les remercie pas assez. Souvent, je dis toujours, je remercie Faire d'édition, mais il faut les nommer. Donc, merci pour la conception de cette émission. Comment allez-vous ? Ouais, ça va bien. Merci pour l'invitation, c'est très cool. Alors, je vous en prie. La première question, je la pose très souvent aux invités, pour savoir d'où ils viennent au niveau de leur rapport à l'image. C'est une question sur l'image marquante et qui généralement est liée, qui est associée à l'enfance. Et ça peut être un extrait de film ou je ne sais pas, un tableau, une photographie, bref, quelque chose, une image, et qui aurait peut-être un lien avec ce que vous êtes devenus aujourd'hui tous les deux, et le rapport que vous entretenez avec l'image, toutes ces formes. Est-ce qu'il y aurait comme ça, dans votre enfance, à chacun, une image marquante qui aurait peut-être un lien avec ce que vous êtes devenu aujourd'hui ? Faut en citer qu'une. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. Je commence. Oui, vas-y, je t'en prie. C'est vrai que nous, on est trentenaires bien comme il faut, oui. et donc je pense que moi, ça me fait penser à la télé en fait. C'est vraiment, je pense que comme beaucoup de personnes de ma génération, j'ai été élevé avec la télé en fait, où on matait tout le temps la télé, et donc on a découvert énormément de films par ce biais. Et c'est vrai que là, bon, je vais pas être original, hein, mais si j'ai une image comme ça serait un Indiana Jones sur la télé, quoi. L'image d'un Indiana Jones sur la télé que je matais en boucle quand j'étais petit. Voilà, c'est ce que ça m'évoque. Ouais, pour faire un pont avec ce que tu dis, la télé aussi, mais plus les cassettes, les VHS. Et j'étais beaucoup trop petit pour regarder Predator, mais c'est un film que j'ai regardé tous les après-midi, je pense, pendant un été complet. Donc, je pense que je devais avoir 7-8 ans, c'était jeune. Mais ouais, et du coup, c'est ce genre de film qu'aujourd'hui on traite dans nos bouquins. Donc, Predator, bon, ça aurait pu être Jurassic Park au cinéma, parce qu'on est assez vieux pour l'avoir vu au cinéma. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, j'aurais dû. Ça, c'est vraiment. En tant que journaliste, j'aurais dû normalement commencer par ça. La personne qui se trouve donc à droite, c'est Mehdi, et à gauche, c'est Nicolas. On est bien d'accord. Enfin, de mon point de vue. Nous, ça dépend. Ah ouais, parce que je sais pas si. Alors, je suis Nicolas, et voilà Mehdi. Alors, celui qui est près du 3, c'est Nicolas, et celui qui est près de Third, c'est Mehdi. C'est ça. Ouais. On va dire ça comme. Donc, la dernière personne à avoir pris la parole, c'est Mehdi. Mais attendez, c'est marrant parce que. Est-ce que vous êtes plus des enfants du salon ou des enfants de la salle de cinéma? Si on reste dans le cinéma, là, pour l'instant, on reste dans le cinéma. Ouais, du salon, je pense, ouais. Enfin, autant, je pense je suis allé au cinéma jeune et j'y suis allé régulièrement, mais j'ai plus beaucoup au ciné quand même. Ouais. C'est vrai que j'ai plus d'images de moi avec le salon justement, où, comme dit Med, on matait des VHS, moi j'avais la console qui traînait sous le meuble télé, donc je devais la ranger pour pas déranger mes parents. Donc c'est vrai que le salon c'était le lieu où on passait ça, et quand on allait dehors avec les potes un peu jouer, quoi. Mais on passait notre vie devant la télé, quoi. Ouais, je suis carrément d'accord. Enfant du salon, même si, comme je disais, c'est grâce à toi qu'avec ta mère, on est allé au cinéma très tôt, toutes les semaines. Et je pense que à nos âges, c'était cool de pouvoir, de façon hebdomadaire, aller au cinéma. Je pense qu'on n'est pas tous à avoir cette chance-là, quoi. Donc évidemment salon, mais un petit peu ciné aussi. Mais j'ai cru, je crois comprendre que vous vous connaissez depuis toujours.
Oula, depuis moult lunes. On était quasiment voisins quand on était petits, donc on se connaissait sans se connaître depuis aussi loin qu'on s'en souvienne, je pense. Ouais. Mais on est vraiment devenus potes autour de quoi, 14 ans, quand on avait 13-14 ans. Ouais. Donc on était au collège, donc là ça fait 25 ans. Ouais. On s'est retrouvés en 3e ensemble et on se connaît depuis qu'on a 7-8 ans. Ouais. Et c'était par quel concours de circonstances, de centre d'intérêt? C'est les jeux vidéo, c'est des personnages importants du milieu cinématographique. C'est comment a commencé à se construire cette relation basée ensuite sur des idées, des Alors à la réflexions? base, c'est une guerre de gang, comme Une bagarre. Warriors. Guerre de Guerre territoire. de territoire, parce qu'on Voilà, était voisins, mais de 2 rues qui étaient perpendiculaires. Voilà, donc pas vraiment des voisins. Pas vraiment des voisins. Il y avait Non, Martin c'est plus Scorsese qui était là aussi et qui de temps en temps vous filmait. Ouais, c'est connu. C'est ça. plus le basket en Ouais, fait qui nous a réunis à la base, hein, le sport où on se retrouvait sur les terrains en fait, et on dirait qu'on vient de New York. Un peu, quoi. c'est vrai. Mais on venait de New York, mais après on faisait du basket et on a joué dans le même club. Donc, c'est le D'accord. sport. Ok. Et pas- C'est- Mais c'est- bon, c'est- très rapidement, on a trouvé après un point commun, c'était les jeux vidéo au-delà du basket. Même si c'est le basket qui nous a réunis, c'est le jeu vidéo plus que le cinéma ou tout ça, c'est vraiment le jeu vidéo qui nous a réunis. Quoi. Et est-ce que vous aviez ce qu'on appelle des passeurs? Donc, que cela soit dans la famille ou parfois à travers des revues, soit de cinéma ou de jeux vidéo, voilà, des choses, des personnes qui vous transmettaient indirectement, même parfois, des pistes comme ça de réflexion pour voir des films ou jouer à certains jeux vidéo, ou même, même au niveau de la pop. Hein. Ouais, ben comme on était, c'est vrai que dans un quartier avec plusieurs enfants de plus ou moins du même âge, c'est vrai que moi j'ai pas mal traîné avec des gens qui étaient un peu plus vieux, et c'est vrai qu'ils m'ont fait découvrir tout ce qui est film d'horreur et tout. Enfin, je me rappelle de Elvira, Vampire, vous avez dit Vampire, des trucs que mon voisin regardait, que nous on n'est pas forcément le droit, mais du coup on trouvait forcément ça super intriguant. Et même niveau jeux vidéo aussi, c'est vrai que moi j'étais très console, très jeu japonais, et j'avais ce voisin aussi qui était un peu plus sur les anciens, les micros, qui avaient un peu plus qui avaient les consoles, justement, les nouvelles quand elles sortaient, parce que nous, on n'avait pas forcément l'argent d'investir là-dessus. Donc, il y avait quand même des personnes autour qui nous initiaient un petit peu, involontairement, hein, mais qui nous ont initiés à certaines choses, et que c'est des choses qui marquent, quoi. Ouais, carrément. Moi, pour ma part, j'avais un voisin qui avait 4 ans de plus que moi, donc à l'époque, c'était énorme. Hein. C'était un Aujourd'hui, adulte. c'était un adulte. Et donc, ouais, il m'a vraiment initié aussi à tout ce qui était jeux japonais, donc il a importé toutes les consoles, tout ce qui était Super NES, Saturn, tout ça en import, les FF, Final Fantasy qui n'était pas sorti en France, tout ça. Je peux aujourd'hui faire l'ancien grâce à lui. Et vous, est-ce que vous sachez, enfin, est-ce que peut-être, je parle adolescence, voire même peut-être quand vous avez commencé à être un jeune adulte, est-ce qu'il y avait, vous saviez un peu ce que vous souhaitiez faire? Est-ce que vous saviez que vous aviez envie de travailler dans ce domaine-là? Alors, quoi exactement, peu importe, mais au moins que ce que vous voulez faire plus tard est un lien avec cette passion qui est le jeu vidéo, mais aussi la pop culture, le cinéma. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus du jeu vidéo, on avait une passion, nous, pour la presse jeu vidéo, en fait. On était de l'époque, voilà, où on allait acheter nos magazines tous les mois en kiosque pour suivre un petit peu l'actu, à l'époque où il n'y avait pas encore Internet. Et c'est vrai qu'avec des groupes d'amis, donc incluant Mehdi, chacun achetait son magazine à lui, en fait, on se les prêtait pour pouvoir un peu avoir une vue panoramique de ce qui sortait. Et très tôt, en fait, on s'est dit, on aurait beaucoup envie d'écrire, en fait, dans la presse jeux vidéo. C'était un peu un objectif, une passion. Oui. Et c'est vrai que vu qu'on était on était à Toulouse, on était un peu donc loin de Paris, loin de tout ça. Notre première démarche, là, on était plus fin d'adolescence, autour de 18-20 ans, d'avoir lancé en fait un fanzine tout bêtement. Donc on a fait notre propre magazine de jeux vidéo comme on l'imaginait. Alors au début qui était pas terrible, hein, mais avec le temps on a commencé à développer un peu nos propres idées. Donc ça a duré 2 ans. On a fait 5 ou 6 exemplaires du fanzine. Je crois qu'on est jusqu'à 7, le dernier. 7. Et ça a été vraiment, en fait, la première pierre, sans qu'on le sache à l'époque, la première pierre de ce qui allait devenir Sœur dans le futur, quoi. Vous écriviez quoi dans ce fanzine? Quelles étaient, vous parliez d'idées, c'était quoi les idées que vous aviez envie de défendre? Alors, à l'époque, on se croyait révolutionnaire, mais on n'était pas du tout. Notre fanzine était construit en news preview test. C'était très, très, très classique. Mais dès le début, et alors c'était il y a combien de temps? On avait 20 ans, donc c'était il y a 18 ans. Ouais, c'était il y a 18 ans. On avait déjà cette envie de pas noter les jeux, d'être sur vraiment ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la critique et non le test.
de véhiculer un peu notre ressenti, ce qu'on voulait dire des jeux à travers les mots et pas à travers une note. Et justement, essayer de dire aux gens, ne regardez pas la note, ça sert à rien, ce qui est important, c'est le texte. Donc, on avait fait un petit texte introductif. Ça s'appelait comment on avait La fait dictature de la note. dictature de la note, déjà. Et voilà, où on disait que ce qui était important, c'était le texte courant. Et c'était peut-être une des rares singularités qu'on avait sur ce fanzine-là. On n'avait pas de notes. Ça, c'était il y a 18-20 ans. Ouais. Comment Ça fait était à longtemps. cette époque Vous êtes encore jeune. Comment le vieux qui parle. Comment vous étiez comment était considéré je pense que ça c'est important peut-être de contextualiser parce qu'aujourd'hui c'est tellement évident qu'on l'a oublié. Comme par exemple beaucoup de gens ont oublié que Carpenter c'était pas si évident que ça dans les années 80. C'était même Enfin, on était des ringards si on aimait Carpenter. Voilà, il faut le dire. C'est un peu. Il y a grâce à des gens comme Toré, etc., qui ont dit non, c'est vous qui êtes des ringards. Donc, comment c'était à l'époque, au début des années 2000, le rapport à la presse jeux vidéo, le rapport aux jeux vidéo, le fait d'écrire sur les jeux vidéo? Moi, je me souviens un peu de tout ça. Donc, j'ai ma petite réponse, mais j'aimerais bien connaître la vôtre parce que vous étiez vraiment dedans. Moi, c'était vraiment plus en tant que touriste, mais c'était comment à l'époque? Est-ce que c'était encore considéré comme des objets un peu, des ovnis, des choses comme ça? Je parle non pas des jeux vidéo, mais les textes critiques sur les jeux vidéo. C'est vrai qu'on vient nous d'une époque où le jeu vidéo n'était pas forcément considéré comme il est aujourd'hui, mais alors à titre personnel, j'avoue, moi je me suis jamais senti ostracisé par rapport à ça, ou j'ai jamais. Enfin, c'est vrai qu'on avait un entourage qui était soit plutôt compréhensif, soit qui s'en foutait un peu, et tous nos potes jouaient aux jeux vidéo, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. C'était assez commun, en tout cas, d'être fan de jeux vidéo jusqu'à vouloir en écrire un fanzine et tout. On n'était ni des héros, ni des. Ouais, des on le molosses. cachait pas en fait, et on était même plutôt fiers de ce qu'on faisait. Et c'est vrai qu'on n'a jamais senti d'hostilité là-dessus. Après, peut-être que les parents comprenaient pas trop ce qu'on faisait, mais ils disaient bon, ils s'occupent, les jeunes, c'est bien, ça leur fait quelque chose à faire, quoi. Donc, Mais dans la cour d'école, ça se passait bien. Ouais. Après, pour ce qui est de la presse en elle-même, à cette époque, c'était nous ce qu'on appelle l'âge d'or, quoi. C'était vraiment quelque chose qui était extrêmement bien vendu. C'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps dans le jeu vidéo. C'est eux qui avaient tout ce qui était actualité avec le fameux salon de l'E3 qui était à Los Angeles. C'est eux qui ramenaient toutes ces informations. Il n'y avait pas Internet. Donc, vraiment, c'était quelque chose qui était fondamental dans le paysage du jeu vidéo. La presse, c'était quelque chose de très, très, très important. Mais on a vu son déclin et on l'a vécu plein fer, quoi. C'est vrai que... Comment cette maison d'édition, Feur d'édition, a été créée? C'est un peu lié à ce qu'on disait sur le fanzine, c'est que ce que vient de dire Mehdi, en fait, c'est qu'à ce moment où on avait notre fanzine, on se rendait compte que la presse jeux vidéo commençait à décliner, donc moins de ventes et puis de la difficulté avec Internet qui arrive, qui commence à prendre la place. Et on s'est dit comment on pourrait s'en sortir malgré tout. Donc on commençait à trouver que le format long était intéressant, donc avec ce fanzine qui se transforme un petit peu. Et en fait, on s'est dit, est-ce que l'étape d'après, finalement, ça serait pas le livre, en fait, donc où on traiterait un sujet avec toute la place dont on aurait besoin. Et c'est vrai qu'en parallèle, à ce moment-là, il y a par exemple Pixel Love, une maison d'édition qui s'est lancée sur la première maison d'édition spécialisée dans le jeu vidéo. Et donc, nous, on s'est retrouvés avec un peu nos idées, nos projets, et voir que ça pouvait exister concrètement. Et on s'est dit, voilà, ça semble être une bonne piste. Donc là-dessus, c'est vrai qu'on a fini un peu, on était dans les études. Donc moi, j'étais à la fac et Mehdi, justement, a bifurqué sur un cursus dans l'édition pour pouvoir avoir justement la connaissance qui pourrait nous aider à nous lancer. Et voilà, donc je sais plus en quelle année on se situe à peu près là, mais dès qu'on a terminé nos études, en gros, on a lancé une société tous les deux. Alors on avait 2010. on avait 3 €, je pense, de budget au départ. Et on a fait un premier livre. Si tu veux le chiffre, je crois qu'on a 1500 €. On a lancé, je crois, le truc avec 1500 €, la première maison d'édition. Ouais, mais comme vous savez, c'est possible. Ouais. Et du coup, on a lancé notre premier livre. Alors, c'était comme au poker, où on met tout sur la table. C'est-à-dire que si le bouquin se vendait pas, on arrêtait là directement, en fait. Ouais. Mais le premier livre, donc, c'était consacré à Assassin's Creed, a bien fonctionné. Et donc, ça nous a permis d'en faire un suivant, puis un suivant. Et puis, voilà. Donc, cette maison d'édition, elle s'appelait Console Syndrome. Et donc, le fanzine allait juste avant s'appeler Console Syndrome aussi. Et comme l'a dit Nico, on a sorti 2-3 livres. Et en fait, au bout d'1 an, on s'est fait racheter par Pixel Love, qui était la maison d'édition qui avait, ils avaient 2 ans de plus que nous en termes d'ancienneté. Tout ça était très frais. Et eux étaient spécialisés dans le rétro gaming. Et nous, on avait vraiment pour volonté de traiter le jeu vidéo contemporain.
comme on était fan de presse, on voulait avoir un pied dans l'actualité, c'était très important. C'est pour ça que notre premier livre traitait de Assassin's Creed. C'était le début de la grande mode d'Assassin's Creed. On était sur l'après Assassin's Creed 2. Donc vraiment, c'était le début. Et donc, on s'est fait racheter par Pix par Pix & Love. Eux, ils allaient traiter. Le projet, c'était eux, ils traitaient du rétro gaming et nous du jeu vidéo contemporain. Avec nos deux entités, on pouvait couvrir l'ensemble du prisme du jeu vidéo. Et ça a duré pendant 3 ans et demi, je crois, quasiment 4 ans. On a fait partie de Pix & Love, de la grande société Pix & Love, où on était jusqu'à plus de 10 employés. Ça a été vraiment un moment où on était beaucoup. Pix, c'était quelque chose de très important. Et donc, on a décidé de quitter Pix & Love parce que, nous, on était à Toulouse, eux, ils étaient à Paris, eux, ils avaient des volontés de travailler vraiment le rétro gaming, ils avaient déjà des envies d'édition de jeux vidéo, et on voit qu'aujourd'hui, Pix & Love se sont spécialisés dans les éditions collector de jeux vidéo, tout ça. Ils ont vraiment cette envie d'être éditeurs de jeux. Nous, on était plus vraiment passionnés de livres. On avait impulsé tout ce qui était le format des livres en noir et blanc. Vous savez, un livre, une série, pas d'illustration. Ça, c'était notre premier bouquin, c'était sur Zelda. Et voilà, c'était notre collection, c'est nous qui l'avons vraiment poussé. Donc, on s'est quittés bons amis. Nous, on a continué à travailler ces livres en noir et blanc sur les grandes sagas. Et eux, ils ont continué à travailler le rétro gaming et l'édition de jeux vidéo. Et donc, on a créé CERD. Et pourquoi CERD ? Parce que c'est la 3e maison d'édition. Donc, il y a eu Console Syndrome, Pix & Love. Et la 3e, tout bêtement, c'est la 3e. Donc, on a nommé CERD. On a trouvé derrière d'autres explications pour le folklore. C'était l'année de nos 30 ans. On aimait bien la maison d'édition, le label Thirdman Records, donc le nom, on aimait bien. Voilà, tout ça. Third Strike, Street Fighter Third Strike, c'est un jeu qu'on adore. Donc voilà, le délire autour de 3. Je suis né le 3, donc j'ai dit, allez, vas-y, moi je suis chaud. On continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la date anniversaire de CERD, c'est le 3 mars. Donc c'est le 3-3. On continue un petit peu de jouer le folklore. De numérologie. On est fan de numérologie. Donc là, ça fait 13 ans que la boîte existe. Depuis 2010. CERD en elle-même. Alors, CERD, ça va faire 8 ans, mais c'est vrai que si on part des débuts de Console Syndrome, ça fait 13 ans qu'on fait de l'édition sur le jeu vidéo. Déjà. Quand vous avez lancé donc Third Edition il y a 8 ans, est-ce que il y avait... en fait, c'est très simple. Moi, j'ai commencé à vous connaître par un pur hasard sur des sites de référencement de maisons d'édition. Et c'était, je ne sais plus c'était avec quel livre, mais peut-être celui de Romain, je ne sais plus. Mais c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait aussi des livres sur les jeux vidéo. Et je ne pensais pas que c'était ça comme maison d'édition. Donc, en fait, voilà, moi, je vous ai connu par la fin, pas par le début. Et c'est là où je veux en venir, c'est que quand vous avez créé cette maison d'édition, l'idée aussi de questionner la pop culture et donc le cinéma en l'occurrence, est-ce que c'est arrivé bien après ou ça faisait partie de cette grosse note d'attention qui est devenue faire d'édition ? Ça arrivait très vite, de mémoire, dans les discussions qu'on avait. C'est vrai que même déjà à l'époque, quand on était chez Pix & Love, on avait évoqué des idées, des pistes d'aller plus sur la pop culture. C'est vrai. Et c'est vrai que dès la première année de CERD, en fait, on avait choisi 3 licences, je crois, vraiment pop culture. C'était Batman, Dragon Ball et Star Wars. Ouais. Et on s'est dit, on commence par le jeu vidéo parce que c'est de là d'où on vient, c'est ce qu'on sait faire aussi le plus et on va construire d'abord là-dessus. Et dès qu'on pourra après ouvrir le prisme, on le fera. Donc je crois que c'est dès la 3e année qu'on a lancé ce qui était à la base un label en fait qu'on appelait Force Édition. On a abandonné le label depuis pour être plus transparent. Voilà, c'est CERD tout le temps, quoi. Et en fait, c'était l'idée exactement de se faire connaître aussi par d'autres biais, parce que le jeu vidéo et le livre de jeu vidéo, malgré tout, ça reste une niche, même si c'est une niche qui a quand même grossi et qui permet d'avoir quand même un large éventail de personnes intéressées, mais ça reste une niche. Et donc, s'ouvrir au ciné, manga, séries télé et tout, ça nous permettait... déjà, c'est des choses qu'on aimait, en fait, qu'on appréciait. Donc, c'est des sujets qu'on voulait traiter. Et ça nous a permis aussi de nous faire connaître par d'autres biais, en fait. Et comme nos lecteurs, c'est vrai qu'ils ont tendance un peu à nous ressembler un petit peu dans les goûts, dans l'âge. Donc, nous, on est fans de jeux vidéo, mais on est fans de ciné, on est fans de séries, on est fans de comics, de mangas. Donc, forcément, il y a une porosité entre ces genres-là, quoi. Et comme on l'a dit, on avait un peu travailler une signature avec ces livres qui sont dédiés à une seule série de jeux vidéo, mais du coup à une seule saga de cinéma, à un seul réalisateur, et qui est sans illustration.
Au début, on a fait ces livres parce que c'était trop compliqué de demander aux ayants droit d'avoir des illustrations sur tout le bouquin. Il y avait un contrôle qui était demandé sur le contenu, sur le contenant, comment était le livre, pourquoi était le livre, etc., etc. Et on a remarqué que faire les choses seul, c'était beaucoup plus pratique, facile, mais avec une plus grande liberté d'expression aussi. Et ce qui était une contrainte est devenu après une marque de fabrique. Et on s'est fait connaître comme ça. C'est-à-dire que CERD, c'était les livres noir et blanc sur une seule série. Et on était, nous, très intéressés, comme l'a dit Nico tout à l'heure, à l'époque de la presse, de ces dossiers qui faisaient 10, 20, 30 pages. Et le livre, c'est l'aboutissement, c'est faire 200, 300, 400 pages sur une seule série. Et on s'est tout de suite dit, ça nous passionne dans le jeu vidéo. Évidemment que ça nous passionnerait de faire la même chose sur le cinéma, même si le cinéma avait déjà une littérature antérieure. C'est-à-dire que nous, on est arrivé sur le jeu vidéo tout frais, on a un petit peu essuyé les plâtres de cette littérature-là, entre guillemets. Dans le cinéma, c'est quelque chose qui est, comme le média, beaucoup plus vieux. Des essais sur le cinéma et sur les réalisateurs, il en existait déjà. Mais bon, on a réussi à faire notre place. Je pense qu'on a une façon aussi d'aborder les séries, les sagas et tout, qui nous est propre et qui est propre à chaque auteur. Donc, on a tenté le coup, quoi. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, on en entend moins parler. Ça nous paraît. Enfin, j'ai l'impression que c'est accepté. Mais il y a 8 ans, faire un livre qui parle de jeux vidéo sans illustration, qu'avec que du texte, ça a pu paraître bizarre pour plein de gens, en fait. Et on se rend compte, alors, de manière un peu. Par la force des choses, en fait, qu'on a un petit peu évangélisé là-dessus. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est un peu accepté, enfin, en tout cas, beaucoup plus ancré dans les habitudes. Et on a plus grand monde qui paraît un peu choqué par ça, là où c'était peut-être plus le cas au début, quoi. Ça nous est, nous, moins reproché. C'est-à-dire que vraiment, au tout début, on n'arrêtait pas de nous demander, mais pourquoi dans vos livres, il n'y a pas d'illustration? Là, aujourd'hui, on ne le reçoit quasiment plus, ce message. C'est devenu quelque chose de plus commun, on va dire. Le fait que les livres, comme tu le disais très justement, Mehdi, le livre, il y a un texte, ça prend le temps. Voilà, ça prend le temps. Donc, comme ça prend le temps, c'est 200, 300, 400 pages. Et comme tu le disais, comme vous le disiez tous les deux très bien, concernant le cinéma, bon, c'est devenu normal. Concernant les jeux vidéo, c'est surprenant. Mais est-ce que le fait aussi de laisser une possibilité aux auteurs et autrices de prendre le temps de travailler sur les jeux vidéo, alors je vais dire un mot un peu provoquant, mais c'est pour mieux comprendre la situation. Est-ce que ça donne aussi une espèce de... comme si on passait à l'âge adulte, il y a une maturité, comme si on peut parler des jeux vidéo en ayant un texte critique avec une réflexion très solide, que ça ne soit pas que des avis, que ce soit vraiment une analyse. Est-ce qu'il y avait aussi cette envie-là chez Fort d'édition? Et la deuxième question, c'est quel serait... on dit souvent... c'est quoi un film de John Ford? Un film de John Ford, c'est ça, c'est ça. Alors, ce serait quoi un livre chez Ford d'édition? Alors, je sais pas s'il y avait une envie consciente, parce que pour nous, en fait, le jeu vidéo, on l'a toujours imaginé, on l'a toujours pensé par ce biais-là, en fait, par le côté aller analyser l'œuvre, aller la décortiquer, pas juste dire c'est bien, c'est pas bien, c'est joli, c'est pas joli. Donc, nous, ça a toujours été notre démarche, en fait. Et du coup, ça a été naturellement que les bouquins ont reflété un peu cette envie de penser. Et c'est vrai que les auteurs, à chaque fois, ils sont super contents de pouvoir avoir justement la place, l'espace d'aller creuser le jeu vidéo et de constater que c'est une œuvre à part entière. Donc, ça convoque des références culturelles, ça convoque des références historiques, qu'il y a des choses à aller creuser là-dessus, quoi. Donc, c'était quelque chose vraiment naturel et qui a essaimé un petit peu dans nos bouquins. Ouais. Après, je sais pas si nos livres, entre guillemets, comme tu disais, c'est l'âge adulte ou c'est la maturité de la critique, mais nous, ce qui nous a vraiment frustrés à l'époque de la presse, c'est qu'on parlait des jeux au moment de leur sortie et après on a arrêté d'en parler. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est justement une fois que le jeu est sorti, que l'ensemble des joueurs ont pu le faire, que tout le monde a pu échanger ses idées, on est justement l'ouverture d'un débat. Et c'est maintenant, c'est après que c'est intéressant. Et dans le jeu vidéo, le débat s'arrêtait au moment de la sortie. Donc, quelque part, oui, c'est pas la maturité, mais en tout cas, nos livres, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire que les jeux sortent, les critiques sortent, et nous, on arrive après. On arrive en second temps. Donc, c'est pas du tout synonyme, d'âge adulte ou de maturité, vraiment, mais c'est l'étape d'après. Après, quant au profil type du livre, c'est vrai que nous, on avait une structure qu'on a... En fait, c'est ce qu'on avait imaginé pour notre premier livre et que finalement, on s'est rendu compte que ça pouvait s'appliquer à l'ensemble du traitement d'une œuvre. C'est d'une manière ou d'une autre traiter d'une œuvre par le biais de sa création, donc le côté making of, mettre en avant les artistes qui ont créé le jeu, comment on crée un jeu, les étapes nécessaires à ça, puis développer tout ce qui est donc l'univers, parce que les jeux aujourd'hui sont de plus en plus développés sur le versant, sur leur scénario, sur les inspirations qu'ils peuvent convoquer, sur même la façon dont le jeu est joué, la façon dont ce qu'il va raconter est de plus en plus profond. Donc, aller sur ce créneau. Et enfin, le décryptage aussi. Donc, c'est analyser tout bêtement les rouages d'un gameplay. Qu'est-ce qui fait les spécificités d'un jeu vidéo?
et en quoi tel jeu peut s'inspirer de tout ce qu'il y a eu avant lui, puis peut développer des choses qui vont justement essaimer aussi derrière. Donc, ça nous permettait ces trois axes-là d'avoir quand même un avis assez global sur une œuvre. Les 3 piliers. 3 piliers, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dit aux auteurs, on aime bien qu'ils soient traités, mais pas forcément de manière séparée les uns des autres, isolés. Hein. Ça peut être rendu beaucoup plus fluide. Hein. Mais c'est des infos qui nous paraissent assez intéressantes pour avoir un avis complet, quoi. Oui, carrément. Et ce cahier des charges, entre parenthèses, éditorial, s'applique aussi pour les auteurs qui questionnent le cinéma ou les séries télé? Alors, de manière bizarre, c'est vrai que tout ce qui concerne le côté, par exemple, univers, scénario, on va beaucoup moins le traiter, j'ai l'impression, dans les bouquins consacrés aux ciné-séries, parce que raconter, par exemple, l'histoire d'un jeu, ça paraît un peu évident, mais il y a des jeux où, justement, la narration, il faut être actif, en fait, pour comprendre ce qui se passe. Par exemple, un jeu comme BioShock, l'histoire de ce qui s'est passé va être racontée par le biais des décors, si on observe ce qui s'est passé, ou bien par le biais de notes ou d'enregistrements audio qu'on va récolter. Et donc, rien que ce travail de récolter les infos, de les mettre en ordre et de le raconter, c'est déjà un travail intéressant pour le lecteur. Et c'est vrai que dans le cinéma, un film de 2 heures, on est passif par définition. Donc, quelqu'un qui s'assied devant le film va forcément avoir l'histoire qui lui parvient clairement. Donc, on sent peut-être parfois moins cette volonté aussi d'aller expliquer tout ce qui est scénario, histoire pour le ciné ou les séries, quoi. Qu'est-ce que quand vous avez créé cette maison d'édition et depuis 8 ans, est-ce qu'il y a des choses, là pour le coup, vous êtes sûr que vous ne voulez pas les faire? Vous refusez ces choses-là, vous refusez d'être dans cet esprit-là. Donc, parfois, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on a une idée, mais par contre, on sait généralement ce qu'on ne veut pas faire. Et est-ce que vous saviez ce que vous ne vouliez pas faire en créant cette maison d'édition? Wow. Elle est dure cette question. Franchement, elle est dure cette question. Elle est qu'est-ce qu'on veut pas faire? On s'est jamais interdit, Ouais. on s'est jamais dit ce sujet on le traitera jamais, parce qu'on part du principe que chaque sujet peut être intéressant selon la façon dont il est abordé, quel angle d'attaque on choisit. Après, même dans les thématiques qu'on veut toucher, là c'est vrai qu'on est très pop culture, on s'interdit pas aussi d'aller ailleurs, hein, sur d'autres terrains de jeu. Mais je pense. Ouais, je t'avoue, on n'a jamais tourné ça dans ce sens-là. C'est Ouais. intéressant en tout cas de se poser la question, mais On veut pas faire des mauvais bouquins, ça c'est oui, sûr. peut-être. Oui, ce serait drôle de dire allez, aujourd'hui on va faire un mauvais bouquin histoire de voir comment. Et il est probable que ce mauvais bouquin se vende très très bien. Et là, Oui. ça vous dérouterait un peu quand même. Ouais, on fera que des bouquins de merde du coup. Après. Non, mais regarde, par exemple, on pourrait avoir une réponse toute faite de se dire on sera jamais enchaîné à des studios, à des éditeurs pour faire des livres qui ne soient que des dossiers de presse, tout ça. Mais il s'est avéré que nous, on a une collection qui s'appelle The Art of, qui est l'amalgame de 50% d'un artbook, 50% making-of, où on travaille avec les studios de jeux vidéo, main dans la main avec les studios et les éditeurs. Et ces studios-là, en tout cas en l'occurrence ceux avec qui on a travaillé, ont très bien compris notre démarche et nous ont laissé une liberté de création, de ton qui était totale. Donc dire qu'on ne travaillera jamais avec les ayants droit et avec les éditeurs, c'est faux. Nous, on a réussi à le faire. On a fait l'histoire d'un éditeur qui s'appelle Devolver, c'est des Américains qui sont même pas français. Et ils nous ont laissé une liberté de ton totale. Donc, c'est toujours possible. Après, c'est vrai que si demain on nous demande de faire quelque chose de très consensuel, qui est complètement à l'opposé de nos valeurs et qui va demander à l'auteur d'écrire ce que l'éditeur veut et pas ce que l'auteur souhaite, ça peut-être qu'on s'y opposera. Mais c'est jamais arrivé et je pense que les gens qui nous sollicitent connaissent notre ligne éditoriale et ils nous le demanderaient pas, quoi. Il y a quelque chose d'assez beau aussi, je l'ai dit dès le début de l'émission, la première fois que j'ai eu dans mes mains un livre de chez vous, j'avais été happé dans un premier temps, donc assez rapidement, parce que peut-être signifier le livre en lui-même, une espèce de grimoire comme ça qu'on sortirait d'un endroit très poussiéreux, mais un livre qui est resté. C'est type de bibliothèque, quoi. Ça reste, ça va rester dans le temps et ça peut
encore dialoguer avec d'autres générations. Ça peut aussi être contradictoire avec d'autres générations, mais ça reste dans le temps. Et j'ai toujours eu cette sensation-là quand j'avais vos livres, là récemment le bouquin de Marvin, c'est ça, Oui. cette sensation-là. Et d'ailleurs, j'en avais même parlé avec Vivien lorsqu'on avait fait cette émission sur le Seigneur des Anneaux par rapport à la couverture. Je lui disais, elle est incroyable cette couverture parce qu'on aurait pu en choisir d'autres qui peut-être dans l'imaginaire représente bien le Seigneur des Anneaux, mais vous avez choisi une image où on voit juste le Bilbo qui accueille Gandalf. Et j'ai trouvé ça très beau, cette idée d'être dans l'accueil, l'apaisement et que ça reste dans le temps. Et j'aime bien, voilà. Et, alors, bien évidemment, là, c'est pas une question, c'est vraiment ce que je ressens en tant que lecteur avant d'être journaliste. Mais toute cette sensation-là, pardon, ce travail sur cette idée du livre, du beau livre, j'imagine que derrière tout ça, il y a quand même il y avait aussi une réflexion par rapport à ça. Oui, alors c'est vrai qu'en France, on a cette chance d'avoir tout l'historique un peu culturel, machin, où le livre a ce côté sacralisé et on se rend compte que ça même, c'est un peu le cas aussi, parce qu'on traduit nos bouquins certains en anglais, donc on se rend compte que c'est aussi le cas à l'étranger. Donc le livre, il a cette espèce de légitimité un petit peu naturelle et qui, nous, on n'y est pour rien là-dessus, hein, c'est qu'on profite de cet état de fait. Ouais, le côté noble, il n'est pas de notre fait. Ouais. Et c'est vrai que là-dessus, on a vu que ça avait un impact. On a même certains auteurs, par exemple, qui, je sais pas, qui sont youtubeurs ou qui ont écrit sur des sites super fréquentés de jeux vidéo, et on leur dit, mais tu te rends compte que le livre, il va être beaucoup moins lu que ce que tu as pu écrire comme papier, par exemple, sur un gros site ou comme vidéo que tu as fait sur YouTube. Ouais. Mais les auteurs, ils ont quand même cet attachement en disant, ah non, mais comme tu disais un peu le côté, ça y est, j'ai écrit quelque chose un peu qui va durer dans le temps, qui va être là. C'est vrai qu'Internet, les infos ont tendance à un peu s'écouler comme ça et à passer les unes après les autres. Et c'est vrai que dès le début, nous, on avait à cœur d'avoir un bel objet dans les mains, parce que, on n'est pas forcément tous les deux collectionneurs, hein, mais c'est vrai qu'on a un peu joué le jeu où Zelda, le premier bouquin qu'on avait sorti en noir et blanc, donc sans illustration, on avait joué ce côté grimoire avec une belle dorure et tout, et c'était vraiment pour un peu jouer le jeu de l'univers, pour avoir un livre qui a l'air un peu de sortir presque de la diégèse de Zelda. Et c'est devenu, en fait, on a vu que ça avait plu, hein, et c'est devenu un peu notre marqueur. Et c'est vrai que pour les couves, on est très très attentif sur comment les faire, et de sélectionner des artistes qui peuvent faire des jolies couves, parce qu'on sait que ça va conditionner pas mal le destin commercial du bouquin finalement. Et on a de la chance à chaque fois d'arriver à bosser avec des artistes qui sont super doués, super talentueux. Et c'est vrai qu'on est plutôt fiers de nos ouvertures, et c'est devenu aussi l'un des points, je pense, quand on est voxeur, l'un des points qui peut popper un peu dans la tête des gens, quoi. On porte autant d'attention aux formes qu'au fond, quoi. C'est vrai que ce qui est écrit dans le livre, c'est essentiel et c'est fondamental, mais la couverture, c'est le premier rapport que le lecteur va avoir au livre. Donc, il faut savoir capter l'attention, d'autant plus que nous n'avons pas d'illustration à l'intérieur. Donc, il faut aussi jouer de ce désavantage, entre guillemets, et montrer quand même que le livre... on voulait nous montrer et faire des livres-objets. C'est-à-dire que le livre, entre guillemets, tu le désires, même si le sujet t'est éloigné ou si tu vas pas le lire tout de suite. En fait, c'est un objet de désir. Et on sait, comme l'a dit Nico, tout de suite échiner à faire des livres qui soient, en tout cas à notre mesure et le plus possible, très beaux. Et donc, c'est vrai que le Zelda, je pense, il cristallise bien ce qu'on a voulu faire avec toutes les collections. Ouais, c'est vrai qu'on parlait de l'héritage en France, le livre sacralisé. Et les gens, en fait, aujourd'hui, n'ont aucun problème à payer pour un livre, en fait, parce que c'est quelque chose de naturel. Et c'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui avec les nouveaux médias, comme YouTube ou Twitch, tu dois mieux le savoir que nous, hein, que les gens maintenant sont habitués à la gratuité du contenu. Ouais. Et ça pose problème parce que ça crée carrément une dissymétrie entre quelqu'un qui fournit du travail et du contenu, et les gens qui n'auraient même pas l'idée de se dire je devrais payer pour ce travail-là, quoi. Ouais. Et nous, c'est vrai qu'on a la chance encore d'avoir cet automatisme. Ouais, c'est que les gens se disent le bouquin, je suis prêt à mettre 20, 30 ou même 40 balles dans un livre, parce que ça fait partie des habitudes, quoi. Ouais. C'est incroyable ce que vous dites, parce que je me souviens d'une émission que j'avais faite avec Arnaud Vivian, qui avait écrit sur la notion de la critique. Et dès le début, quand on a fait cette émission, il a beaucoup insisté sur un détail. Enfin, c'est pas un détail. Il avait dit, il faut d'abord savoir une chose, c'est qu'un critique doit être payé. Point. C'est important, ça. C'est très important. Et ça revient à ce que vous dites. On va parler un peu d'argent, c'est important aussi, parce que c'est malheureusement... Enfin, voilà, on sait que c'est le nerf de la guerre. Voilà, une petite phrase un peu basique de la journée. C'est la phrase basique de la journée. Mais économiquement... voilà,
C'était au début de l'émission, on parlait de c'est quoi une maison d'édition aujourd'hui en France. Est-ce qu'il faut dire pompeusement c'est un acte de résistance? Encore que j'ai peut-être l'impression que le livre, dans sa spécificité, a moins de chances d'être approché qu'un film peut-être. Je ne sais pas, j'en sais rien, mais là j'ai en face de moi 2 éditeurs. Et ça m'intéresserait de savoir un peu comment ça se passe au jour le jour. Est-ce que moi, je me souviens d'un éditeur qui me disait à chaque fois qu'on sort un livre, on ne sait pas s'il y a le prochain qui arrivera. Est-ce que vous êtes un peu dans cette idée-là ou c'est différent ou est-ce que vous arrivez de manière correcte à pouvoir faire ce que vous voulez? Bon, là, après des années, on en est quand même, sans dire qu'on roule sur l'or, mais on est quand même serein dans la Oui. structure et dans l'évolution de CERD. On n'est pas à se poser la question si ce livre marche pas, on met la clé sous la porte. On a quand même. C'est vrai qu'on a une gestion plutôt tranquille, tous les deux de la société. On gère ça à deux et on n'est pas spécialement des flambeurs. Donc, après, CERD, ça reste une TPE, donc on est 5 salariés. Donc, c'est pas gigantesque, mais voilà, on arrive à faire tourner la société correctement. Donc, ouais, enfin, c'est vrai que je sais pas trop où on se situe. Non, c'est vrai que certes, ça va, ça se passe bien. Après, le milieu de l'édition, tu faisais un parallèle avec le cinéma. C'est vrai que les chiffres de ces dernières années montrent un marché de l'édition qui va croître sans cesse, mais c'est surtout charrié par le manga. C'est le manga qui a connu il y a 2 ans une croissance à 3 chiffres avec des 200%, puis 100% d'augmentation. C'est le manga qui fait croître le marché de l'édition. L'édition va pas super bien. On vend de moins en moins de livres au global. Néanmoins, nous, à Toulouse, on s'en sort bien parce que nos livres sont rentables, les livres se vendent, ce qui nous permet derrière nous de prendre aussi parfois des risques, des gros risques. C'est-à-dire qu'on a sorti un livre sur David Simon. Voilà, c'est quand même très, très, très pointu. Et on fait des fois comme ça des tentatives. Alors, on se dit pas c'est le livre de la dernière chance parce que, comme on l'a dit, certes va bien, mais on a des incertitudes et des fois on a des belles surprises. Des fois on se dit ce livre il va cartonner, il cartonne. Des fois moins, et des fois les livres on se dit ouais, il a un faible potentiel mais on le fait parce que c'est important, il fonctionne mieux. Il y a encore une zone d'aléatoire où on n'arrive pas vraiment à percevoir parfaitement le potentiel, quoi. Ouais, et puis c'est vrai qu'on disait on reste un marché de niche, mais on a la chance d'avoir un public qui est très fan, qui est prêt à acheter les livres et qui est très actif en fait. Donc même si on a une niche qui est pas gigantesque, le fait est d'avoir des gens passionnés là-dessus, ça permet d'entretenir justement une maison d'édition comme la nôtre. Et c'est vrai qu'on parlait par rapport au cinéma, par rapport au film, je pense que le basculement vers le côté électronique, le livre électronique se fait beaucoup moins rapidement en fait que par exemple les films en streaming, donc où les salles sont peut-être en difficulté, ou la musique aussi aujourd'hui s'écoute en streaming, donc on va peut-être moins acheter d'albums ou de vinyles ou ce genre de choses. C'est vrai que le livre aussi a cette résistance en fait qu'ont peut-être pas eu les autres médiums. Et nous c'est vrai qu'on fait du livre électronique, mais ça reste plus une sorte de service en fait qu'on propose. Et c'est pas quelque chose aujourd'hui qui est par exemple qui est générateur d'argent, quoi. Ouais. La bascule sur le numérique et l'abonnement dans l'édition, on l'a pas vécu, alors que ça fait des années qu'on nous tanne avec l'e-book, le Mobi, tout ça. Enfin, aux États-Unis, ça marche. C'est-à-dire que vraiment le public américain, nord-américain, s'est vraiment habitué au Kindle, au format numérique, à lire sur des tablettes. Et en France, je sais pas si c'est lié à l'héritage que tu évoquais tout à l'heure, Nico, mais nous, ça prend vraiment, vraiment pas, quoi. Et idem pour l'audiobook aussi, qui commence à faire parler un petit peu de lui, et qui, notamment aux États-Unis. Et en France, on garde quand même un œil dessus parce que c'est un truc qui nous intéresse, mais ça reste super marginal, quoi. Et alors je rappelle, nous sommes avec les 2 fondateurs de Ferd Édition, Mehdi El Kanafi qui est donc à côté du Ferd et Nicolas Courset qui est à côté du 3. Voilà. Mais une question, peut-être une dernière question. Bien évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien du site internet de cette maison d'édition. Je vous invite fortement à aller jeter un petit coup d'œil. Une dernière question. En gros, quel serait... est-ce qu'il y aurait un profil comme ça de lecteur et lectrice chez Ferd Édition? Alors, on peut voir, c'est vrai qu'on a notre site internet, donc on a quelques stats. Après, pour tout ce qui est les bouquins en librairie et tout, on n'a pas forcément de recul. Mais c'est vrai que, comme on le disait, on se rend compte qu'on a un lectorat qui nous ressemble un petit peu, c'est-à-dire trentenaire, quarantenaire, alors majoritairement masculin, hélas. Et voilà, c'est vraiment des gens, je pense, qui ont un petit peu les mêmes goûts, les mêmes envies que nous.
J'ai question de génération aussi, c'est vrai qui ont grandi avec les mêmes licences, les mêmes sagas, qui sont aussi baignés dans le jeu vidéo que dans l'animation, que dans le manga, que dans le cinéma, fans des mêmes réalisateurs. C'est vrai qu'on se reconnaît beaucoup dans les lecteurs et je pense que les lecteurs se reconnaissent peut-être beaucoup en nous. Alors quand je dis nous, c'est pas Nico et moi, c'est nous, nos autrices, nos auteurs. Oui. C'est-à-dire que on est entouré de gens qui nous ressemblent aussi. C'est-à-dire que l'ensemble des équipes de Third à nos âges. Ouais, c'est vrai que la diversification qu'on peut apporter avec, par exemple, le manga, on sait que ça va peut-être toucher un public un peu plus jeune ou le cinéma, un autre type de public. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est le côté librairie, là où on vend le plus, hein, là-dessus, on n'a pas forcément de stats, mais on se doute que ça va être à peu près la même chose, quoi. Non, Third Edition, c'était une espèce bon, j'ai une émission comme ça sur Micro-C qui s'appelle Fait croquer, où j'invite des personnes, voilà, donc partageons. Bon, c'est une espèce de fait croquer avec vous. Voilà, en tout cas, c'était vraiment intéressant et c'était un plaisir. Toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Si vous voulez aussi voir et écouter certaines émissions avec des auteurs de l'écurie Third Edition, je vous invite, vous allez sur le moteur de recherche de Microciné, vous trouverez tout ça. Merci beaucoup Mehdi El-Kanafi, Nicolas Coursier d'avoir été là et de parler un peu de cette édition et puis longue vie, voilà ce que j'ai plutôt à dire. Merci. Et effectivement, David Simon, c'est bientôt, je crois que c'est 23, 25 Il vient de mars. sortir. Il vient de sortir, c'est l'actu du moment. Bah, merci pour l'invitation, ça me fait plaisir. Et merci aussi d'inviter régulièrement nos auteurs parce que c'est toujours cool de faire parler de nos livres et tout, donc c'est chouette. Ouais. Merci de l'éclairage que tu apportes à nos livres. Hein. C'est vrai que c'est toujours plaisant et c'est pas le cas de tous, quoi. C'est vrai qu'on est quand même très pointu, donc merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie. En plus d'écrire des choses intéressantes, ils disent aussi parfois des choses intéressantes. Donc, il faut quand même les inviter, c'est important. Merci à vous deux, en tout cas, c'était un plaisir. Merci. Générique. Up arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my right